D'accord. Ouais, bonjour toujours le peuple congolais. Comme on vous avait dit qu'on va faire des échanges des idées avec des partis politiques suisses. Et maintenant, nous sommes ici à PDC. Et le président qui est à côté, il va se présenter avec toujours Monsieur Augustin Mukamba de Troisième Force qui voulait toujours poser ces questions pour faire des échanges des idées. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous pouvez vous présenter, vous êtes monsieur? Mon nom est Claude Begley. Je suis suisse. J'ai voyagé dans une centaine de pays, beaucoup en Afrique, mais aussi en Asie, en Amérique latine, un peu partout. Et puis je suis de retour au pays et maintenant je m'engage en politique. L'Afrique, vous avez dit, au Congo, vous avez passé? J'ai passé bien sûr au Congo et j'ai beaucoup aimé. Ok, merci. Les Congolais. Merci beaucoup. Alors, nous avons notre compatriote, M. Augustin Mukamba, qui a quelques 3-4 questions à vous poser concernant la politique suisse et Congo. Volontiers. M. Augustin Mukamba, votre Merci. question, s'il vous plaît. Merci rapidement. Je suis très ravi d'être dans les stands PDC. M. Claude Begley que je connais, qui est mon ancien patron à la Poste. Ah bon? Oui. Alors aujourd'hui, il est dans la scène politique. Rapidement, M. Claude, la communauté congolaise réunie avait 4 questionnaires à tous les candidats. Et on veut vous entendre là-dessus. La première, c'est la question liée aux premiers immigrés congolais qui aujourd'hui doivent être à la retraite ou à la porte de la retraite. Il y a des options qui se présentent devant eux, soit rester en Suisse, parce qu'ils ont choisi la Suisse comme leur deuxième patrie, soit retourner au pays. Quelle est la politique des PDC? Nous savons que vous, c'est la famille. Face à ceux-là qui vont retourner et face à ceux-là qui vont rester en Suisse, sachant qu'ils sont venus la plupart en âge adulte, ils n'ont pas assez cotisé. Ça, c'est la première question. À vous, monsieur. Merci. C'est vous. Alors sur la première question, les Congolais qui sont venus ici et qui n'ont pas souscrit le nombre d'années traditionnelles de l'AVS, des assurances sociales. Normalement, j'estime que si on est dans une situation de réfugié politique, si on est face à des gens qui sont venus parce qu'ils étaient obligés de fuir quelque chose, pourrait imaginer qu'ils bénéficient en fin de vie d'une retraite qui leur permette de vivre convenablement. Lorsque c'est des gens qui sont venus pour des raisons strictement économiques, la même chose s'applique d'ailleurs à un Suisse. Le nombre d'années cotisées détermine le montant de la pension. Est-ce qu'il y a des accords entre les Congo et Non, c'est pas une question de pays à pays, c'est une question de personne à personne. Donc quelqu'un a cotisé, il a des droits, et celui qui va à l'étranger, d'ailleurs en Suisse, peut très bien aller passer sa retraite au Congo, pourquoi pas. Ils sont nombreux d'ailleurs. Voilà, et bien ils ont droit à des prestations dans le contrat qu'ils ont eu précédemment. Donc c'est pas un accord d'un pays à un pays. Où je représente le canton de Vaud. Pour le PLR, je suis vice-présidente du Parti libéral radical suisse. Ok, merci. Et à ma droite, nous avons aussi... Bonjour madame. Bonjour monsieur, je m'appelle Anne-Thérèse Guyat. Je suis membre du Parlement de la ville d'Écublon, donc que je préside cette année, et je suis candidate pour aller au Conseil national rejoindre les rangs pour le canton de Vaud avec Isabelle Moret. Alors, je vais peut-être prendre la première question sur comment ça fonctionne au niveau des assurances sociales. En Suisse, on cotise en fait sur son salaire en vue de ses vieux jours et ça s'appelle l'AVS, l'assurance vieillesse et survivant. Et donc, toutes les personnes qui ont cotisé en Suisse, si par exemple elles retournent dans leur pays d'origine, elles ont droit à leur rente AVS puisqu'elles ont cotisé, donc c'est normal qu'elles reçoivent l'argent pour lequel elles ont cotisé. Vous avez aussi soulevé la problématique qu'arrivées adultes, parfois, les personnes n'ont pas cotisé tout le temps de leur vie professionnelle et donc n'ont pas une rente entière. Donc ce qu'il faut dire, c'est qu'on a la possibilité de rattraper
les 5 années dernières. Donc si on n'a pas cotisé 5 ans avant, on peut rattraper, mais après on ne peut plus rattraper. C'est pour ça qu'on va réformer lors de la prochaine législature notre système d'assurance vieillesse de manière à ce qu'on puisse rattraper des années au-delà de la retraite pour par exemple lorsqu'on est venu adulte ou lorsqu'on n'a pas cotisé quand on était plus jeune, de manière à avoir une rente complète. Et enfin, dans le système actuel, ceux qui ne s'en sortent pas uniquement avec leur rente AVS parce qu'elle n'est pas complète, ont droit à des prestations complémentaires. Parce que dans notre pays, on ne laisse personne à la rue. C'est vrai que ce ne sont pas des montants qui sont faramineux, mais on a quand même la possibilité avec ceci d'avoir un toit ou bien de manger. Donc, dire à vos compatriotes qui retournent chez eux que ce qu'ils ont cotisé pour nos personnes âgées, eh bien, ils pourront leur avoir lorsque eux-mêmes seront à la retraite. C'est un système qui est solidaire. Alors bon, la problématique de l'AVS, donc elle est assez claire. Les personnes qui restent au Suisse vont toucher l'AVS tout à fait normalement, comme n'importe qui. À présent, celles et ceux qui rentreraient au pays du Congo, là, honnêtement, je ne suis pas capable de répondre. Je ne connais pas les accords qu'il y a entre la Suisse et le Congo, mais ça mérite d'être approfondi. Pour savoir comment ils seraient traités au niveau de l'AVS. Les rentes du deuxième pilier, alors moi ça, il n'y a pas de souci, ça ils ont droit. Mais au niveau de l'AVS, ça, je ne suis pas capable de dire. La deuxième question, c'est la question des enfants. La communauté congolaise, c'est une grande communauté ici en Suisse. Nous avons des enfants nés ici, qui sont aujourd'hui majeurs. Et il y a aussi ceux-là qui ont fait les cursus scolaires ici en Suisse. Et notre question, c'est de savoir, enfin, l'observation qu'on a faite après sondage, c'est que le pourcentage de ces enfants, de ces jeunes, aux études universitaires est vraiment minime. Et les sondages nous ont dit qu'il doit y avoir un problème quelque part. Et nous profitons, vous, comme les tenants de la politique suisse, si jamais vous êtes élu, quelle lecture, est-ce que vous êtes au courant déjà de ces problèmes et quelle lecture vous faites, quelles sont les solutions? À l'école, tout le monde est sur le même pied d'égalité, c'est les résultats qui comptent. Par contre, ce qu'on peut dire, peut-être c'est peut-être plus difficile pour certaines communautés de suivre la scolarité, ça c'est possible en fonction de la disponibilité des parents dans l'éducation et dans la formation. Ça c'est reconnu automatiquement, un Congolais ou autre, mais on constate en tout cas ces différences. Alors, on voit aussi le contraire, c'est que les gens qui sont ici en migration, dans lesquels il y a cette volonté de trouver une solution pour améliorer sa formation. Alors, on rappelle aussi qu'il n'y a pas de saut métier, c'est pas automatiquement l'université qui est la meilleure des solutions. Donc voilà, maintenant il y a un constat qui n'est pas faux, ce qu'on dit c'est pas faux. C'est justement la période d'intégration des parents qui est relativement difficile pour certains. Et justement ce complément qu'on peut apporter, nous plus particulièrement par le francophone, par exemple, c'est peut-être plus facile pour nous que pour d'autres. Mais il n'y a pas de discrimination. C'est une politique d'encouragement justement des parents parce qu'il y a des enfants génies qui peuvent apporter un plus à l'économie suisse. Parce que d'abord ces enfants se considèrent plus suisses qu'autres. Il y a une politique prévue pour justement bénéficier de cette plus-value dans l'économie suisse. Il y a différents organismes, il y a les APEM, c'est autre chose comme ça, dans lequel on ne garde pas le passeport de l'enfant, je veux dire on intègre et puis on accompagne. Il y a aussi un rôle important d'éducation des parents qui n'est pas négligeable. Voilà, donc c'est un tout, la société. Puis je rappelle qu'il n'y a pas de saut métier, on peut aussi faire des très très beaux métiers, des belles réussites sociales, en étant maçon, en étant menuisier, en étant plombier. Il n'y a pas de saut métier, mais dans lequel on gagne aussi très bien sa vie. Après, c'est une question de responsabilité personnelle de son engagement à l'égard de la société. De la chance. Voilà. Alors là, nous on fait une même analyse, sans parler d'une communauté ou d'une autre, pour l'ensemble de la population suisse. L'analyse que j'ai vue, c'est qu'en fait, il y a une part où c'est lié au revenu de la famille. Plus le revenu est élevé, plus on a tendanciellement les enfants qui vont à l'université. Et puis il y a un autre facteur qui fait, c'est que les enfants d'universitaires, tendanciellement, vont plus à l'université. Alors ça, ma lecture, c'est que peut-être la discussion autour de la table et tout fait que si les parents sont allés à l'université, incitent plus leurs enfants à y aller. Et puis l'autre, c'est quand même lié au revenu de la famille. Ça veut dire que si vous avez un relativement bon revenu, vous avez plus de facilité à envoyer vos enfants à l'université parce que ça vous fait moins peur, les charges économiques, et puis vous avez moins de tracasseries à faire si vous devez demander une bourse comme ça, que pour une famille qui a un revenu plus bas,
et puis qui a un petit peu peur de ces contraintes administratives, il faut demander une bourse, il faut demander des aides, et ça peut retenir les gens ou les jeunes d'aller à l'université. Donc on dit que c'est lié aux revenus des familles. Mais comme la plupart des familles immigrées, ce ne sont pas des familles qui ont des rangs sociaux élevés, donc leurs enfants sont contraints, malgré leur capacité, leur mérite. Ils ne sont pas contraints, parce qu'ils ont les mêmes droits que les autres, mais le fait d'avoir un moins grand revenu, c'est vrai, peut faire qu'on a moins envie d'aller à l'université parce qu'on se heurte à plus de tracasseries administratives pour faire des demandes d'aide. Est-ce que pourriez-vous bousculer cette politique? Parce que pour nous, ça sonne comme une injustice sociale. Ben oui, je vous comprends. Alors oui, bien sûr, c'est le travail politique d'essayer de faire que tout le monde ait vraiment les mêmes accès, les mêmes droits. Alors, légalement, tout le monde a les mêmes accès, les mêmes droits, mais on voit que le statut social peut faire qu'on n'a pas toujours les mêmes accès. Malheureusement, c'est notre combat d'amener vraiment tout le monde au même niveau. Les jeunes, je ne vois aucune raison pour laquelle une jeune Congolaise ou un jeune Congolais aurait moins de mérite ou moins le droit d'entrer à l'université qu'une Suissesse ou qu'un Suisse ou qu'un Français, qu'un Américain ou un Japonais. Il est tout à fait normal qu'un Congolais puisse avoir les mêmes entrées. Et d'ailleurs, en termes d'intelligence, on peut se retrouver face à des gens dont le coefficient intellectuel est extrêmement élevé. Je n'étais pas au courant par rapport à la situation spécifique aux enfants qui étaient d'origine congolaise et à leur difficulté d'accéder aux études. Ce qui est certain, c'est que dans le système de formation scolaire que nous avons, l'idée est vraiment de pouvoir apporter une égalité des chances à chacun des enfants et de pouvoir aussi de plus en plus solidariser les programmes scolaires entre les différents cantons pour que quand un enfant arrive durant son enfance ou quand il est jeune enfant d'une famille qui arrive du Congo et que cette famille doit déménager 2 ou 3 fois dans le pays avant de trouver une situation stable, que le programme scolaire puisse être cohérent d'un canton à l'autre. Maintenant, il est sûr qu'il y a encore des progrès à faire, j'en suis tout à fait consciente. J'ai aussi enseigné pendant de nombreuses années et je crois que nous sommes tous à vouloir voir comment nous pouvons apporter aux enfants qui ont davantage de difficultés à l'école un appui qui corresponde à leurs difficultés tout en les gardant bien intégrés dans leur classe. L'idée est vraiment que l'idéal, je voudrais dire, est vraiment qu'un enfant ne soit pas péjoré pour son accession aux études par rapport à ses origines ou par rapport à l'histoire de vie de sa famille, de ses parents. Ah, ok, c'est bien compris. La troisième, c'est la question des requérants d'asile. Vous savez qu'il n'y a pas que les Congolais, mais maintenant aussi nos amis syriens, tous ceux-là qui arrivent ici. Nous avons remarqué que la Suisse, jusqu'à ce jour, continue d'expulser ces gens-là, sans pour autant se rendre compte de ce que ces gens-là vivent dans le pays d'origine, sachant que ce sont des pays à régime dictatorial. Quelle politique pour les PLR? Qu'est-ce que vous en pensez? Quant à la question de la famille, de nouveau, le statut de réfugié est normalement individuel. Et c'est une vraie question que de déterminer qu'est-ce que c'est qu'une famille. Au sens strict, habituel, occidental, c'est plutôt papa, maman et les enfants directs. Au sens africain, la famille, ça peut être beaucoup plus large. Donc il y a une nécessité de définir d'abord ce que c'est qu'une famille. Pour parler par exemple de regroupement familial. Face à l'immigration, je dirais il y a l'immigration par beau temps et il y a l'immigration par temps de tempête. Je suis extrêmement favorable à ce que la Suisse reste un pays ouvert au monde. Et je pense même, égoïstement, qu'une partie des immigrés contribue à la prospérité, à la richesse du pays, par leur intelligence, leur talent, ou simplement par leur force de travail. La question est entre immigration et excès d'immigration. Si vous mettez de l'eau dans le sel, il y a un moment à partir duquel ça sature tellement que ça ne fonctionne plus. Si
on le sait, l'Afrique devrait, d'ici 2050, passer à 1,5 milliard d'habitants. Si tout d'un coup il y avait, sur 1,5 milliard d'habitants, parce qu'il y a des guerres, comme il y en a en Syrie aujourd'hui, 200 millions de réfugiés, ça devient évidemment un problème de dimension qui fait qu'aujourd'hui, personne n'a une idée de comment est-ce qu'on pourrait faire. Ça n'est pas, d'après moi, une question d'extension territoriale. Je travaille avec Singapour, où ils ont réussi à mettre 5,5 millions d'habitants sur le quart de la surface du canton de Vaud et on n'est pas serré. Mais c'est une question d'intégration culturelle. Si on a une certaine population et puis un nombre, je ne sais pas, 10%, 20%, 30% d'étrangers, ils ont le temps de s'intégrer et d'entrer dans le système de valeurs. Si tout d'un coup le nombre d'étrangers devait dépasser le nombre de citoyens, on aurait à réinventer un tout autre système d'intégration. Alors, il y a des solutions. Quand je regarde les États-Unis, on a un pays où finalement l'immigration est assez bien maîtrisée, mais en même temps, ils font aussi très attention d'éviter les éléments qui pourraient être des terroristes ou qui pourraient être des perturbateurs. Vous savez, aux États-Unis, ils vont vous faire remplir toute une feuille avec vous avez fait ceci, fait cela. Ça a l'air de rien. Vous entrez, ils ne vérifient pas. Mais au cours des mois qui suivent, ils vérifient. Et si quelqu'un a déclaré quelque chose de faux, ils vont l'expulser. Et là, on se retrouve dans le problème difficile de jusqu'où est-ce qu'on a le droit de renvoyer quelqu'un. À mon avis, si quelqu'un est un criminel, un contrevenu à la loi, je n'ai pas trop de problème à le renvoyer. Mais je suis parfaitement conscient que cette personne risque de se retrouver dans une situation terrible. Mais comme on lui a donné une deuxième chance, eh bien, c'est à cette personne un peu de s'adapter. Le problème que je vois, qui est beaucoup plus grave, c'est les gens qu'on renvoie parce que tout d'un coup, il y en aurait trop. Et si ces gens-là doivent retourner dans leur pays d'origine, ils peuvent être en danger. Et ça, c'est quelque chose de la communauté internationale doit réfléchir. C'est pas seulement la Suisse, mais l'Union européenne, c'est les Nations unies qui doivent édicter des règles, parce que je suis à peu près persuadé qu'au cours des 10, 20 ans qui viennent, les migrations vont se faire par millions ou par dizaines de millions de personnes, et que personne n'est préparé à ça. Il va falloir jouer la carte de l'assimilation culturelle. Il va falloir jouer la carte de ma culture n'est pas supérieure à une autre culture, et cherchons tous ensemble à créer une nouvelle culture qui tire vers le haut l'ensemble de la population mondiale. Michel Begley, vous développez bien, mais ces mouvements d'immigration ou d'émigration des pays d'origine et d'immigration vers l'Occident, je suis conscient qu'il y a des enjeux économiques là derrière. Le cas par exemple, si on parlera du Congo, on a suivi tous les reportages sur le sang dans nos portables, la guerre du coltan, la déstabilisation de ces pays suite à ces richesses. Quelle politique vous envisagez défendre au Parlement justement pour éviter les abus dus au système néolibéral qui mettent en danger, qui mettent en mal les pays en voie de développement, pour ne pas parler des pays sous-développés? Alors vous avez raison, je suis personnellement favorable à une intensification de l'aide au développement, pour autant que possible aider, participer à l'équilibre économique de ces pays sur place. Maintenant, la tâche, vous le savez, elle est énorme. Je ne vais pas parler du Congo, mais il arrive qu'il y ait des gouvernements un peu corrompus. Il arrive que quand l'argent est envoyé, il ne revient pas. Alors il y a une étude de la Banque mondiale qui dit qu'à cause justement de la famille élargie, il y a une pomme d'arrosoir qui fait que ça redistribue. C'est vrai. Beaucoup d'Occidentaux n'ont pas compris l'Afrique ou l'Asie ou l'Amérique latine et donc dispensent une aide qui n'est pas appropriée par manque d'avoir essayé de s'imprégner de la culture africaine,
Donc je pense fondamental que non seulement on aide, mais qu'on essaye de comprendre la culture africaine et qu'on donne cette aide en fonction des critères des sociétés africaines et non pas... Justement, à ces régimes dictatoriaux. Le peuple s'est très clairement déterminé, entre autres le 9 février, par rapport à son inquiétude pour une immigration qui est relativement importante en Suisse par rapport aux autres pays qui nous entourent. Maintenant, il y a des conflits guerriers importants avec les populations qui se déplacent et dans lesquels il y a une aide à donner. Voilà, on doit mettre nos priorités, mais la Suisse ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Elle a mis certaines règles pour respecter la décision de sa population. Mais aujourd'hui, un pourcentage de personnes qui n'ont pas de passeport suisse est relativement important par rapport à tous les pays qui nous entourent. Donc c'est un problème collectif. Il y a, suite aux événements que vous décrivez, des déplacements de population, certes, mais ce n'est pas la Suisse qui va accueillir toute la population. Mais justement, vous êtes conscient que la politique européenne, certains dirigeants, parce qu'il y a des faits... Nous ne faisons pas partie de l'Europe. Occidentale, voilà, a une part de responsabilité sur les déstabilisations de ce pays. En tout cas, ne faites pas le procès de la Suisse par la déstabilisation dans les pays. D'accord, nous, on a suivi les conséquences. Ouais. Les derniers événements qu'on a eus ces 10 à 15 dernières années, c'est en tout cas pas la Suisse qui peut être accusée d'une ingérence dans ces pays. Maintenant, nous, on combat ces ingérences. On pense que c'est au peuple eux-mêmes de se déterminer. Certains ont des structures de commandement décisionnelles, vous avez fait référence tout à l'heure, comme quoi les anciens sont les sages du village. Ok, ça c'est votre méthode de faire, et je la respecte. Nous, quand on peut donner un appui à un pays, comme je le fais par exemple en Mauritanie, c'est l'appui qu'on fait directement avec la population, sous condition qu'il y ait un contrat et de partenariat avec ce pays-là. Et c'est comme ça qu'on donne de l'eau à environ une vingtaine de milliers de personnes à Nouakchott, par un contrat dans lequel il y a de l'argent qui va aider dans le pays. Pourquoi vous ne dénoncez pas ces entreprises, ces pays qui les font? Aujourd'hui, on impose à toute l'Europe de prendre la charge, y compris la Suisse, hein, vous l'avez fait. On vous impose de participer. La Suisse, c'est 8 millions d'habitants contre X milliards d'habitants qui nous entourent. On donne notre voix avec le respect aussi qu'on a vis-à-vis des autres pays. On appelle ça démocratie ou dictature, c'est à vous de choisir. Mais c'est aussi à ces propres pays de s'organiser et de prendre leurs décisions. Chaque fois qu'il y a l'ingérence et une volonté de copier notre démocratie par rapport à nous, ça va jamais fonctionner parce que c'est le peuple qui doit décider, c'est pas un pays étranger qui doit décider pour l'autre. La guerre de l'Ukraine ou le conflit en Ukraine, dans lequel il y a une ingérence entre autres du monde occidental dans ce pays-là, montre aujourd'hui qu'on a des difficultés. On ne vous demande pas, c'est une minute, hein, une avant-dernière. Comment pouvez-vous comprendre qu'un État puisse larguer des armes, un régime, un gouvernement largue des armes dans un pays? Nous, on a nos règles par rapport à l'industrie de l'armement définissée. On est assez strict dans son application. Voilà. Et parfois, il y a des bavures, il y a des gens qui trichent, il y a des gens qui déroutent dans tout le contrat qu'on a avec ce pays-là. Et on dénonce, mais c'est malheureux, on regrette. Et on ne va pas faire. Alors là, c'est aussi un débat extrêmement difficile. On voit que là, on doit trouver une unité européenne complète, puisqu'il n'y a pas un pays qui pourra prendre tous les immigrés d'une manière ou d'une autre. Donc on a vraiment une concertation, moi je dirais même, plus large que l'Union européenne pour essayer de régler ce problème d'immigration, mais déjà ce problème aussi de régime dictatoriaux. Parce que le problème à la base, c'est que les gens devraient pouvoir vivre normalement chez eux, ne pas devoir quitter leur pays pour aller ailleurs. Après, ce qui se passe, notamment la Syrie, là on voit qu'on est face à un pays en guerre, donc les gens se font tuer sur place, donc on doit trouver une solution pour toute cette population d'immigrants, et là on doit trouver une solution globale. Aujourd'hui, comment on se traite les pays, ils se passent la patate chaude les uns les autres, et ça va la trouver. Mais qu'est-ce que vous pensez de la politique économique, la politique étrangère économique des pays occidentaux, notamment de la Suisse, face à ces pays? Parce qu'à quelque part, c'est lié. Pour parler par exemple du Congo, nous avons tous lu, nous avons entendu, nous avons vu les documentaires sur le sang dans nos portables, des entreprises qui foutent, entre guillemets, la merde dans ces pays-là et qui créent la déstabilisation. Et par conséquent, ça crée un mouvement d'émigration dans ces pays et d'immigration ici en Occident. C'est clair, là c'est le gros problème de l'Occident, c'est qu'on doit régler cette situation, c'est plus normal.
on ne doit plus exploiter ces pays, puis après, forcément, ça crée des mouvements d'immigration. On doit vraiment trouver une solution pour arrêter d'exploiter ces pays et travailler correctement, économiquement avec ça. Pour la même chose que on voit nos déchets, des usines d'incinération, après les cendres, on les envoie en Côte d'Ivoire. Et ça, ça n'a pas de sens, c'est innommable. Voilà, Ça fait l'actualité. Hein. nos amis syriens qui arrivent ici, pas seulement les Congolais. Alors, on a un système de procédure d'asile où on va examiner la situation de la personne. Et la personne, en fait, qui a dû fuir un régime dictatorial parce qu'il est persécuté, ce qui est très souvent le cas des familles syriennes, en fait, obtiennent l'asile en Suisse. Ceux qui n'obtiennent pas l'asile parce qu'ils ne remplissent pas les conditions de l'asile, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés pour leurs idées politiques ou religieuses, s'ils viennent d'un pays en guerre, comme la Syrie, ne seront pas renvoyés. Donc actuellement, la Suisse ne renvoie personne en Syrie parce que là-bas, eh bien, c'est la guerre civile. Donc on ne peut pas renvoyer des personnes en Syrie. Ils obtiennent soit l'asile, soit ce qu'on appelle une admission provisoire parce qu'on ne les renvoie pas chez eux. Mais ce qu'il faut aussi dire de manière très claire, nous sommes liés avec les accords bilatéraux avec l'Union européenne. Donc ça veut dire que ne peuvent venir en Suisse chercher du travail que des personnes en provenance de l'Union européenne. Les personnes hors Union européenne, et en particulier des personnes d'Afrique, qui viennent uniquement chercher du travail en Suisse, ne pourront pas l'obtenir de manière légale. Et ces personnes-là, si elles demandent l'asile, se verront refuser l'asile et seront expulsées chez eux. Parce qu'on ne peut, à cause de ces accords bilatéraux, n'engager que des personnes en provenance de l'Union européenne. Par contre, la tradition humanitaire de la Suisse veut que si quelqu'un est persécuté dans son propre pays, par exemple qu'il est mis en prison sans jugement pour ses idées religieuses ou politiques ou pour une autre raison, parce qu'il a voulu exercer une liberté comme la liberté de manifester, eh bien il peut demander l'asile et il l'obtiendra en Suisse. Mais c'est uniquement parce qu'on veut le protéger contre la dictature de son pays qu'il obtiendra l'asile et pas parce qu'il est uniquement venu chercher un travail. Madame, là, moi je vais intervenir. Juste, on ne vous parle pas d'État comme j'ai dit. Mais que pensez-vous? On a tous suivi les documentaires, par exemple, que les portables du sang. Nous savons tous qu'aujourd'hui, on utilise, tout est numérisé, hein, Internet et autres. Et sur Internet, on utilise ce qu'on appelle les coltans. Et les coltans, il n'y a pas 5 pays au monde qui les utilisent. Donc ce n'est pas pour accuser les entreprises suisses, hein, non. Mais quelle est la politique occidentale, pour ne pas parler seulement de la Suisse, européenne, face justement aux enjeux économiques qui, à quelque part, pour nous, sont à la base de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, cet afflux de réfugiés et qui viennent. On a suivi en Libye ce qui s'est passé avec un État X qui avait largué des armes. Ces armes-là, on ne sait pas c'est tombé entre les mains de qui. Ça pouvait être des enfants mineurs, ça pouvait être des terroristes. Aujourd'hui, nous vivons tous dans la crainte des terroristes, c'est clair. Mais pourquoi vous, politiques, vous ne dénoncez pas justement ce genre de politique qui vise à déstabiliser les pays en voie de développement? Alors la Suisse intervient de deux manières, je te repasserai la parole tout à l'heure. La Suisse intervient de deux manières. Elle essaye, comme nous sommes un pays neutre, d'inciter à ce qu'on puisse retrouver la paix dans ces pays en proposant ces bons offices, notamment pour des conférences internationales. On l'a vu par exemple dans le cadre de l'Iran, essayer de trouver un plan de paix pour certains pays. On l'a essayé aussi pour la Palestine et pour Israël. On propose nos bons offices pour essayer de retrouver la paix dans ces pays. Ensuite, on investit beaucoup d'argent dans l'aide au développement. Récemment encore, le Conseil fédéral a débloqué 70 millions supplémentaires pour l'aide au développement dans ces pays justement que vous citez, comme la Syrie et les pays voisins qui aident justement les familles syriennes qui sont déplacées. Et il faut vous dire que ça fait beaucoup d'argent pour la Suisse parce qu'on pense toujours que la Suisse est un pays riche. C'est un pays qui effectivement qui fonctionne bien, mais les familles suisses, elles ne sont pas forcément riches. Il y a beaucoup de familles qui sont dans les difficultés financières, qui doivent être aidées par les autres familles parce que la vie est très chère en Suisse, elles vivent mal, surtout les dames qui n'ont plus de mari et qui doivent élever seules leurs enfants, elles vivent très mal, elles sont ce qu'on appelle à l'aide sociale. Mais quand même, eh bien, les Suisses veulent aider ces pays en développement et ils payent des impôts pour pouvoir aider sur place. C'est ce qu'on essaye de privilégier, d'aider sur place parce que j'imagine que c'est toujours très difficile de devoir quitter son pays et qu'on est plus heureux si on peut pouvoir participer à créer la paix et la richesse dans son propre pays. Donc les Suisses qui ne sont pas riches
contribuent aussi avec leurs impôts à l'aide au développement. Mais toi qui es dans les ONG, dans les organisations non gouvernementales, elle connaît aussi bien le sujet, elle va peut-être nous rajouter quelque chose. Oui, peut-être pour compléter, il y a aussi un processus du Conseil des droits de l'homme de l'ONU que la Suisse soutient beaucoup. C'est ce qu'on appelle l'examen périodique universel. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. Tous les pays se jugent les uns les autres et par rapport à leur manière d'appliquer les droits de l'homme. Et il y a des recommandations qui sont déposées par les autres pays que le pays jugé peut accepter ou non. Et les pays aujourd'hui, la grande différence par rapport à un comité pour une convention, etc., c'est vraiment que ça n'est pas un comité d'experts à Genève qui donne des recommandations qui ont l'air de tomber de nulle part, mais c'est vraiment d'État à État. Vous savez, entre pairs, comme on dit, pas pères des papas, mais entre personnes de même niveau. Ouais. Et la Suisse utilise toujours cet instrument-là de l'examen périodique universel pour insister sur l'importance de maintenir un certain niveau de respect des droits de l'homme dans les pays. Elle l'utilise aussi dans le cadre de son aide au développement, dans le cadre de la Direction pour le développement et la coopération, en disant aux pays partenaires, nous sommes prêts à vous aider, mais il y a quand même certaines choses que vous devez aborder dans votre pays, certaines questions difficiles. On se souvient par exemple de la visite d'un président chinois chez nous en Suisse qui avait fait un petit peu problématique parce que le président avait dû subir une manifestation à Berne et s'était insurgé face à la présidente suisse en lui disant mais moi j'ai un pays d'1 milliard d'habitants, j'arrive à les tenir, vous n'en avez que 7 millions et vous n'arrivez pas à les tenir. Elle a dit oui mais eux ils ont le droit de s'exprimer. C'est aussi en montrant cet exemple-là que la Suisse espère faire bouger les autres pays et les autres gouvernements, en particulier les gouvernements où il y a des problèmes de respect de droits de l'homme. Je dirais encore une dernière chose, la Suisse est très généreuse par rapport aux agences, différentes agences de l'ONU. Elle est parmi les plus grands contributeurs, par exemple pour ONU Femmes, l'agence qui intervient pour aider les femmes, et soutient dans sa manière de travailler beaucoup les projets genre et en particulier en Afrique, il y a de nombreux projets où les femmes s'engagent pour le maintien de la paix. Vous savez peut-être que le Conseil de sécurité de l'ONU a dit que c'était important d'avoir aussi des femmes qui participent au maintien de la paix. La Suisse essaye aussi ces nouvelles manières. Des femmes aussi qui ont subi. Hein? Vous avez suivi les cas des femmes au Kivu, violées, maltraitées. Absolument. Mais malheureusement, on n'a pas trouvé la solidarité des femmes suisses à ces femmes violées. Hein, que Dr Mukwege essaye de soigner. Leur hôpital, si vous n'êtes pas informé, on vous informe, les comptes ont été bloqués. Voilà, vous qui défendez, qui soutenez les actes des femmes, juste une info dans ce sens-là, que vous en prenez compte. Oui, oui. Merci de soulever notre intérêt. Je crois qu'il faut, de nouveau, je rejoins ce que dit Isabelle Moret. Dans la Suisse, il y a certaines grandes multinationales qui ont énormément d'argent. Mais la Suisse en tant qu'État et les familles suisses ne sont pas des sources inépuisables. Et les organisations de femmes, puisque vous soulevez ça, ce sont des organisations qui n'ont que très très peu de moyens en Suisse. Parce que les femmes travaillent beaucoup sur la base du bénévolat, mais aujourd'hui, pour défendre les droits des femmes en Suisse, et il y en a encore à défendre, il manque cruellement de ressources. Et je suis navrée que vous n'ayez pas reçu le soutien que vous vouliez pour les femmes du Kivu. Certainement qu'on en discutera après hors antenne pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Mais c'est vrai que je crois vraiment qu'il faut se souvenir que la Suisse est un petit pays, mais qu'elle fait vraiment tout ce qu'elle peut pour apporter ses bons offices, pour apporter son soutien et pour soutenir aussi les ONG sur place par le biais de sa direction pour le développement et la coopération. J'avais promis la dernière question, à moins que l'animateur... Oui, je vous accorde cette dernière question. Mesdames, si jamais demain vous êtes élus, seriez-vous d'accord ou prêt à soutenir la création d'un groupe d'amitié Congo-Suisse? Parce que les Congolais de Suisse veulent discuter directement avec les politiques suisses, de la politique et suisse, et congolaise, et internationale, et bilatérale entre les deux pays. Seriez-vous prêt à soutenir une telle initiative? Je ne sais pas si tu veux répondre. Au Parlement fédéral, nous avons des groupes d'amitié avec quasiment tous les pays du monde. Et en fait,
Pour les pays d'Afrique, nous avons regroupé les forces et nous avons un groupe d'amitié entre la Suisse et plusieurs pays africains qui réalisent régulièrement des manifestations au Parlement avec des visites soit d'ONG africaines, soit de parlements africains. Et lundi passé, par exemple, nous avons eu la soirée Suisse-Afrique avec des ONG africaines qui sont venues nous présenter des plats africains et discuter de différents problèmes qui touchaient les pays d'Afrique. Donc ces relations existent déjà. C'est très volontiers que le Congo va pouvoir faire partie de cette amitié Suisse-Afrique parce que les relations avec les autres pays sont nécessaires. Ça enrichit aussi notre culture puisque, comme vous l'avez souligné, nous avons quand même beaucoup de représentants de votre pays qui vivent chez nous et donc l'intégration de ces personnes est pour nous importante. En tout cas, pour le PLR, on s'engage pour l'intégration en Suisse des personnes qui ont immigré dans notre pays. Donc la relation avec le pays d'origine, c'est important aussi. Ok, merci beaucoup. Serez-vous prêt à favoriser par exemple la création des groupes d'amitié Congo-Suisse? Ah, mais volontiers, oui, très volontiers. Merci beaucoup. La question, si jamais vous êtes élu demain, serez-vous favorable à la mise en place ou à la création d'un groupe d'amitié Congo-Suisse? Alors ça, c'est une question facile. La réponse est oui. Oui, oui, oui. et même si je ne suis pas élu. Ah ok, merci vraiment pour la réponse, vraiment. Vous êtes solidaire. Oui, bien sûr. Et merci aussi de nous avoir accordé cette petite interview aussi. Mais il y a beaucoup de choses très sympathiques qui peuvent se passer entre le Congo et la Suisse. Donc tout ce qu'on fera pour tisser des liens et construire des ponts, il faut le faire. Ok, on est ensemble. Merci beaucoup et on vous souhaite bonne chance vraiment. Que vous soyez... Mbote à toutes les Congolaises et tous les Congolais. J'ai été longtemps en Afrique et j'aime bien l'Afrique. Mais il faudrait qu'on se mette à danser, vous savez. C'est comme ça que ça serait bien. Voilà, Mbote.